La pauvreté ne vide pas seulement les poches, elle peut arracher l'espoir. Et quand quelqu'un se sent acculé par elle, les choix qu'il fait peuvent spiraler vers la violence, le désespoir ou la tragédie. C'était la réalité d'une fille de 16 ans à Hong Kong, Wong Kam-ui. À l'âge où elle aurait dû être à l'école, elle travaillait dans les rues illuminées de néons du quartier rouge de la ville, vendant de la compagnie pour survivre. Certains clients la traitaient gentiment, prétendant que c'était de l'amour. Mais ce n'était jamais de l'amour, c'était toujours de l'argent. Et tous ceux qui entraient dans sa vie n'étaient pas gentils. Un homme en particulier lui a apporté une horreur inimaginable. L'affaire de ce soir est l'une des plus perturbantes jamais sorties de Hong Kong. Un crime si atroce que quand les détails ont été révélés, les gens ont dit qu'ils ne pouvaient plus manger de viande. Une adolescente assassinée, son corps mutilé et ses restes évacués dans les toilettes. Voici l'affaire Wong Kam-ui. Bienvenue sur les Chroniques du Mal. Avril 2008. La modernisation avait atteint presque partout, y compris Hong Kong. Les tours étaient partout, poussant dans les nuages. Dans les ruelles entre elles, de petites boutiques tenaient bon, essayant de résister aux grandes entreprises. De jour, des centaines, des milliers de personnes se pressaient dans les rues étroites pour aller travailler. La nuit, l'ambiance basculait, la ville froide et rapide devenait chaude. Derrière les gratte-ciel, les clubs attendaient. Les bars néons allumaient leurs portes et attiraient les gens. Si le travail vous avait stressé, c'était là que vous vous laissiez aller. Boire, chanter, grignoter. Pour d'autres, c'était là que leur espoir tenait. Un endroit pour gagner assez pour continuer, un endroit pour survivre. Des femmes en tenue révélatrice se tenaient devant les bars, lançant des regards aguicheurs aux hommes qui passaient. Et rien de tout cela n'était inhabituel. La vie nocturne peut être une échappatoire à une réalité dure. Mais pour une fille, c'était un cauchemar. Le 27 avril 2008, un homme a soulevé un couteau de boucher et l'a abattu sur un morceau de chair, le découpant en petits morceaux. Du sang a éclaboussé son visage, son corps, la pièce. Mais il ne cuisinait pas. Il a évacué plusieurs morceaux dans les toilettes. Puis il a pris une tête humaine. Il l'a glissée dans un sac et l'a jetée à la mer. Pendant ce temps, chez lui, Tae In-tak regardait un reportage sur une fille disparue, Wong Kam-ui. Et il a immédiatement reconnu le nom. Il correspondait à la fille que son ami avait dit avoir tuée lors d'un étrange appel téléphonique. Il n'a pas hésité. Il a appelé la police. Mais avant d'entrer dans l'incident et comment Wong s'est retrouvé là, il faut regarder sa vie avant. Son nom était Wong Kam-ui, bien que plus tard elle était aussi connue sous le nom de Kiki Wong. Elle est née en 1991 à Hunan, en Chine. Pendant un moment, les choses allaient bien. Elle vivait avec ses parents et sa grande sœur, juste une enfance normale. Mais ça n'a pas duré. Ses parents se sont séparés et après ça, elle a vécu avec sa mère. En 1994, sa mère s'est remariée avec un homme de Hong Kong. Pendant quelques années, la nouvelle famille est restée en Chine continentale. Mais en 2005, ils ont déménagé à Hong Kong et se sont installés à Tai Po. Wong a grandi comme n'importe quel autre enfant au début, insouciante, joueuse. Elle est allée à l'école secondaire Tai Po Samyok. Les gens disaient que c'était une élève discrète qui aimait vraiment étudier. Ses notes étaient plutôt bonnes. Mais même si elle s'en sortait bien en classe, elle avait du mal avec le côté social de l'école. Les autres enfants se moquaient d'elle. Elle n'était pas native de Hong Kong et son accent la trahissait. Ils la harcelaient constamment pour ça. Sa famille traversait aussi des difficultés financières après le déménagement. Ils avaient du retard sur les factures et ça se voyait. Ça faisait d'elle une cible facile pour encore plus de harcèlement. À un moment, la dette familiale aurait atteint 50 000 $ de Hong Kong. Et en janvier 2008, en 3e année de secondaire, Wong a abandonné l'école. Elle avait 16 ans, pas de diplôme, pas d'expérience. Et maintenant, elle devait rivaliser avec des adultes juste pour trouver du travail. Elle a tout essayé, du travail physique au petit boulot comme la revente de marchandises. Mais le rejet était devenu une routine quotidienne. Les adultes se moquaient d'elle, la renvoyaient. Pourtant, elle continuait de sourire. Elle croyait que si elle continuait à pousser, peut-être qu'un jour les choses iraient mieux. Mais elle n'avait que 16 ans. Et cette pression l'a poussée en mode survie. Par quelqu'un qu'elle a rencontré, elle a été introduite dans un monde appelé le dating compensé. C'est quand quelqu'un paie pour passer du temps avec quelqu'un d'autre. Des relations à court terme, souvent avec des extras. Vous pourriez voir ça comme une petite amie de location.
Mais la ligne entre le dating et le travail du sexe est mince, parfois inexistante. Le dating compensé ne se passe pas dans les clubs ou les bordels. Il vit en ligne. Les filles postent des annonces, parfois par un intermédiaire, parfois directement. Les clients parcourent, envoient des messages, organisent un rendez-vous. Mais derrière ces écrans, beaucoup de ces filles sont mineures. Et beaucoup d'entre elles, comme Wong, essaient juste de survivre. Les clients payaient entre 800 et 1600 $ de Hong Kong à chaque fois. Les intermédiaires prenaient leur part, 200 à 300 $ par transaction. Pour une fille de 16 ans comme Wong, naïve et désespérée, ça ressemblait à de l'argent facile. Elle s'est portée volontaire dans l'un de ces réseaux de dating compensés, sans réaliser qu'elle mettait le pied dans un commerce sexuel caché, un espace où des filles mineures fournissaient des services à des hommes beaucoup plus âgés. Au début, Wong hésitait. Mais après assez de nuits, elle s'est fait entraîner plus profond. Pourtant, elle s'accrochait à un rêve, quitter cette vie, devenir mannequin et un jour vivre une vie normale avec un travail normal. À la mi-avril 2008, Wong était de retour sur le forum, postant des annonces, discutant avec des clients potentiels. Et puis est arrivé le message qui allait tout changer. Un nouveau pseudo, Fatty Ting. Sans hésiter, il a demandé directement son prix. Il voulait la rencontrer. Wong a répondu comme elle le faisait toujours avec les nouveaux clients. Chaleureuse, décontractée, elle a envoyé sa liste de prix et Ting a payé intégralement. 1500 $ de Hong Kong. Mais Ting n'était pas nouveau dans ce monde. Il faisait partie du commerce sexuel depuis ses 16 ans, payant des femmes plus âgées pour du sexe. En grandissant, ses goûts ont changé. Il a commencé à chercher des filles plus jeunes, des filles comme Wong. Ting est né en 1984 à Hong Kong. Quand il avait 5 ans, la tragédie a frappé. Un accident de voiture a tué sa mère. Le même accident lui a laissé une grave blessure à la tête. À partir de là, il n'a plus jamais été le même. Il avait du mal émotionnellement. Il ne pouvait pas se concentrer. Ses humeurs basculaient. Excité une minute, furieux la suivante. À l'âge de 8 ans, il était dans un hôpital psychiatrique, diagnostiqué avec un TDAH. Ses amis le décrivaient comme ayant un tempérament étrange, s'enrageant pour des choses que personne d'autre ne comprenait. Les gens gardaient leur distance et il a fini par abandonner l'école pendant sa première année de secondaire. Perdre sa mère a laissé un trou qui ne s'est jamais refermé. Son père s'est remarié et une belle-mère s'est occupée de lui. Mais ça n'a pas suffi. Son comportement a continué de spiraler. À 15 ans, Ting avait déjà eu des ennuis avec la loi. Il a passé 1 an dans un foyer pour garçons après avoir agressé quelqu'un. Peu après, un ami l'a introduit aux drogues. À 16 ans, il était un habitué des clubs de Hong Kong, buvant, prenant de la drogue et payant pour du sexe. De jour, Ting travaillait comme technicien de climatisation, puis en 2008 comme transporteur. Il gagnait peu, mais dépensait presque toute la nuit à faire la fête et acheter des prostituées. Et puis est venue la nuit qui allait tout changer. Le 27 avril 2008. Les lumières de Hong Kong illuminaient la nuit. Ting était en plein milieu de tout ça, comme toujours. Ce soir-là, il a explosé son salaire en alcool, kétamine et ecstasy, faisant la fête jusqu'au matin. Puis le soleil s'est levé. Ting a titubé jusqu'à chez lui, éveillé, vibrant, mais loin d'être satisfait. L'adrénaline pompait encore et sa faim était toujours là. Il a sorti son téléphone, s'est connecté sur l'un des forums de dating compensés bien connus, et c'est là qu'il l'a vu. L'annonce d'une fille de 16 ans. Sa photo a attiré son œil. Une peau parfaite, de grands yeux, de petites lèvres. Ting n'a pas hésité. « Combien dois-je payer pour coucher avec toi ?» a-t-il tapé. Et avec ça, il a transféré 1500 $ de Hong Kong à Wong Kam-Ui. Ils se sont d'abord rencontrés dans un petit café confortable. Ils ont parlé un moment. Après le déjeuner, ils sont allés à l'appartement de Ting dans le quartier de Sham Shui Po. Ils se sont assis, ont bu et ont pris de la drogue ensemble. Et la drogue a frappé fort. Leurs niveaux de dopamine ont explosé. Ils souriaient, riaient, parlaient comme de vieux amis. À un moment, Wong s'est ouverte. Elle a raconté à Ting ses problèmes, à quel point elle se sentait désespérée. Elle a même admis qu'elle voulait parfois mourir. Et selon Ting, ce moment, mélangé aux drogues, est ce qui l'a fait craquer. Quelque part entre 13h et 15h, il a pété les plombs. Il s'est jeté sur elle, ses mains verrouillées autour de sa gorge, ses ongles s'enfonçant dans sa peau. Il l'a plaquée au sol. Wong s'est battue. Elle était plus petite,
plus faible, sous l'emprise des drogues, mais elle a quand même essayé de résister. Son corps a commencé à devenir mou. Sa respiration s'est arrêtée, elle a perdu connaissance. Mais Ting ne s'est pas arrêté. Il a continué à serrer jusqu'à ce que Wong Kamui soit morte. La vue du corps de Wong allongé là a semblé ramener Ting à la réalité. Il a paniqué, choqué par ce qu'il avait fait. Il a prétendu plus tard qu'il ne se souvenait même pas du moment, blâmant les drogues. Mais ce qu'il savait était simple. Wong était morte, et dans son esprit, il ne restait qu'une seule option. Il devait se débarrasser du corps. Il a regardé autour de son appartement pour trouver une issue au cauchemar. C'est là que ses yeux se sont posés sur un couteau de boucher dans la cuisine. Et à ce moment-là, il a décidé « je dois découper son corps ». Ce qui s'est passé ensuite, ce furent des heures d'horreur. Ting a traîné le corps de Wong dans la salle de bain, couteau de boucher en main. Il a commencé par séparer la tête du corps. Il a scié les membres, coupé le torse en morceaux plus petits, prenant même le temps de séparer soigneusement les os de la chair. Le sang a peint la pièce. Morceau après morceau, il a évacué sa chair dans les toilettes, la réduisant à quelque chose de méconnaissable. Et pendant qu'il faisait ça, il a passé des appels. 3 appels séparés à son ami, Tae Yin-tak. Ce n'étaient pas des conversations normales, c'était des confessions. Ting a dit à Tae qu'il avait tué Wong, lui a dit ce qu'il faisait, découpant son corps en morceaux, l'évacuant. Mais Tae, pensant que Ting était défoncé et délirait, a ri et a raccroché. Mais Ting n'avait pas fini. Il a rassemblé la tête de Wong, ses intestins et d'autres restes dans un sac plastique. Il a pris ses affaires et a pris un bus jusqu'au port de Kowloon City où il a jeté le sac à la mer. Et puis est venu le détail qui a horrifié Hong Kong. Quelque chose qui a fait jurer aux gens de ne plus manger de viande pendant des semaines. Après avoir jeté la tête de Wong, Ting s'est glissé dans le marché humide de Sham Shui Po. Des foules de bouchers et d'acheteurs échangeaient de la viande fraîche. Et là, parmi les paniers d'os de porc, Ting a glissé les restes de Wong, ses os et sa chair cachés parmi les déchets. Quant à ses affaires, Ting l'a vidé. Il a pris chaque centime de son sac à main, environ 3 400 $ de Hong Kong, et a jeté le reste. Son sac, son téléphone, disparus. Et avec cet argent, il a fait la fête. Alcool, drogue, sexe, vivant sa meilleure vie avec l'argent de la fille qu'il avait assassinée. Pendant 9 jours, il n'a montré aucun remords, aucune culpabilité. Et pendant tout ce temps, l'absence de Wong est passée inaperçue du monde. Seule sa famille a donné l'alerte. Le 29 avril, ils l'ont signalé disparu. L'affaire s'est ouverte grâce à un seul homme, Tae, le même ami que Ting avait appelé pendant qu'il découpait Wong. Des jours plus tard, Tae a vu un reportage sur une fille de 16 ans disparue et la chronologie correspondait. Le nom correspondait. Soudain, les appels délirants de Ting ne ressemblaient plus à du n'importe quoi. Ils ressemblaient à une confession. Et Tae savait qu'il ne pouvait pas garder ça pour lui. Il devait le dire à la police. Avec son témoignage, plus les relevés téléphoniques reliant les appels, les enquêteurs ont réalisé que Tae disait la vérité. Ils ont agi rapidement, arrêtant Ting comme principal suspect. Tae a plus tard été récompensé par la police pour son rôle. Bien que les enquêteurs n'aient jamais retrouvé la tête de Wong ou les parties du corps que Ting avait jetées à la mer, ils ont réussi à trouver quelque chose. Dans les canalisations sous sa résidence, ils ont extrait plusieurs morceaux de chair humaine. Quant au reste, les os et la viande que Ting avait laissés au marché humide, la police n'a pas pu les retrouver. Il les avait probablement glissés dans les paniers d'os jetables utilisés par les vendeurs de porc. Et voici la partie qui a le plus horrifié le public. Il y avait une chance réelle que ces morceaux aient été récupérés, réutilisés et plus tard vendus comme graisse et huile de cuisson. Les morceaux trouvés dans les canalisations ont été testés et l'ADN a confirmé ce que tout le monde craignait. Ils appartenaient à Wong Kamui. Le 9 mai 2008, avec les preuves en main et une confession obtenue lors de l'interrogatoire, Ting a été formellement inculpé de meurtre. Un an plus tard, en juillet 2009, Ting a comparu devant la haute cour de Hong Kong. Il faisait face à 2 charges, meurtre au premier degré et obstruction à l'inhumation légale. Quand Ting a témoigné, il a dit qu'il ne se souvenait pas du meurtre. Il a blâmé les drogues. Il a prétendu être tellement intoxiqué qu'il n'avait aucun souvenir d'avoir tué Wong ou d'avoir disposé de son corps. Mais voici la contradiction. Malgré son amnésie prétendue, il y avait une preuve vidéo,
Une confession enregistrée où Ting décrivait calmement et avec des détails glaçants exactement comment il avait démembré Wong et comment il avait disposé des restes. Il a guidé les enquêteurs étape par étape avec précision. En audience, les procureurs ont souligné cette contradiction. S'il ne se souvenait de rien, pourquoi avait-il décrit chaque détail clairement lors de sa confession? Le jury a vu son « je ne me souviens pas » comme une tentative faible de gagner de la sympathie. Il se contrôlait assez pour se rappeler des détails vivides quand ça l'arrangeait, mais perdait la mémoire quand il en avait besoin au tribunal. Quant au mobile, officiellement, il n'y en avait pas de clair. Pas de dispute, pas de conflit d'argent, pas de plan. Ils avaient eu des rapports sexuels, pris des drogues, et pendant leur trip, Wong lui avait confié son désespoir. Les procureurs ont cependant soutenu que ce n'était pas une question d'altération. Ting était pleinement conscient, pleinement en contrôle et simplement violent. Le 27 juillet 2009, après 3 heures de délibération, le jury a rendu un verdict unanime. À seulement 25 ans, Ting a été déclaré coupable de meurtre. Le juge Alan Wright l'a condamné en conséquence. Prison à vie obligatoire pour le meurtre et 4 ans pour obstruction à l'inhumation légale. Hong Kong ayant aboli la peine de mort en 1993, la prison à vie était la sentence maximale disponible. Ting a fait appel, mais le 4 décembre 2012, la cour d'appel l'a rejeté, confirmant à la fois sa condamnation et sa sentence. Ting a été envoyé à la prison de Stanley, l'un des établissements les plus notoires de Hong Kong. Même à l'intérieur, son côté violent s'est manifesté. En 2011, des rapports ont fait surface indiquant que Ting et 3 autres détenus avaient agressé un prisonnier nouvellement arrivé. Ting reste à la prison de Stanley, purgeant le reste de sa peine à perpétuité. Quand les nouvelles du crime ont finalement éclaté, Hong Kong était horrifié. Les gens étaient terrifiés à l'idée d'avoir pu manger les restes de Wong sans le savoir. Les bouchers étaient furieux aussi. Les ventes se sont effondrées, leur réputation ruinée par la peur de contamination. La mort de Wong a aussi forcé la ville à faire face au côté sombre du dating compensé, surtout l'implication de mineurs. Les autorités ont émis des avertissements. La tête de Wong n'a jamais été retrouvée. À ce jour, elle est toujours portée disparue. Et cette affaire n'a été révélée que grâce à un seul homme, parce que Ting, dans son brouillard, a fait confiance à un ami pour avouer. Si Tay n'était pas allé voir la police, Wong serait peut-être resté juste une autre adolescente disparue, son nom s'effaçant dans le silence. Cette affaire devrait nous faire réfléchir. Combien d'autres filles marchent dans ces mêmes rues, postent sur ces mêmes forums, croyant qu'elles n'ont pas d'autre choix? Dites en commentaire ce que vous pensez de cette affaire. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur les Chroniques du Mal.